Voilà, donc on m'a demandé d'essayer de poser un petit peu aujourd'hui le problème, parce qu'en philosophie on aime beaucoup les problèmes, on n'apporte pas beaucoup de solutions aussi, mais de poser un petit peu les problèmes à propos justement d'une réponse à la question « Qu'est-ce que l'homme aujourd'hui ?» Et c'est une question qui est vieille comme les psaumes, puisque le psaume 8 pose carrément la question « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Toute l'histoire de l'humanité, ça a été une tentative de répondre à cette question. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Voire même aujourd'hui, les réponses, elles se sont beaucoup plus compliquées que simplifiées. Il y a quelques années, un élève de terminale littéraire, alors que le professeur de philosophie était en train de parler de toute autre chose, l'interrompt pour dire « Oui, vous, les cathos, vous êtes les adorateurs du rond de pain. » Alors, sur ce, le professeur dit en question « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Bah, il dit « Oui, j'ai dit à la messe, vous mangez des ronds de pain, donc vous êtes les adorateurs de ronds de pain. » Et donc voilà, alors comme le professeur était engagé, croyant, l'élève lui a dit « Alors vous y croyez, vous, à tout ça ?» Bon, mais simplement, c'est que cette anecdote, le professeur ne l'a jamais oubliée, puisque il y a un problème de symbole qui n'a pas été saisi par l'élève. Et que pour le chrétien, lorsque le prêtre élève l'hostie ou le morceau d'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu », celui qui enlève le péché du monde, c'est vrai que personne ne voit un agneau, d'accord ? Et personne ne voit un agneau qui enlève le péché du monde. Mais tout le monde voit un morceau de pain. Et donc c'est là où j'aborderai l'introduction en disant ce qui nous caractérise, c'est pas de se rapporter aux choses dans leur matérialité, mais ce qui nous caractérise, c'est de se rapporter aux choses dans ce qu'elles signifient. Et cette définition-là de l'homme, aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme ? C'est celui qui se rapporte aux choses et aux autres, bien sûr, non pas par rapport à parce que sont les choses matériellement ou parce que sont les autres charnellement, mais il se rapporte aux choses et aux autres par leur signification. Et ça s'appelle la pensée symbolique. Un symbole, c'est ce par quoi j'accède à une réalité. Et en même temps, un symbole, c'est ce qui unifie une communauté. Et que tous les chrétiens, lorsque le prêtre élève le morceau d'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu », oh, ils pensent peut-être pas tous la même chose, mais disons qu'ils sont tous réunis autour d'une signification commune. Donc le symbole, c'est ce par quoi j'accède à une réalité, et en même temps, le symbole, c'est ce qui unifie une communauté. De nombreuses définitions de l'homme ont été proposées depuis que l'homme se pose la question « Qui suis-je ?» Et comme je vous disais un petit peu au début, toutes ces définitions ont été ou abandonnées ou modifiées. À chaque fois qu'on a défini l'homme, on l'a défini en opposition à l'animal. L'homme est un être de raison, l'animal n'est pas un être de raison. L'homme est un être de langage, l'animal n'a pas de langage. L'homme est un être qui fabrique des outils, l'animal ne fabrique pas d'outils. Mais la science, quelques années plus tard, ou quelques dizaines d'années plus tard, ou quelques siècles plus tard, est venue dire non, non, on peut reconnaître une forme de langage chez l'animal. On peut reconnaître une forme de technique chez l'animal. Puisque chez les orques, par exemple, quand on regarde une meute d'orques, c'est un matriarcat. Donc c'est Madame Orque qui conduit la meute d'orques. Et il y a une technique d'apprentissage chez les orques qui est enseignée. Et il y a un film extraordinaire sur cette technique où on voit un phoque sur un petit morceau de banquise qui flotte, les orques sont autour. Et les orques donc, se jettent sur le morceau de banquise pour que le phoque tombe à l'eau, mais pas pour le manger. C'est pour apprendre au petit orque
à voir comment on fait pour faire tomber les phoques de leur banquise. Et c'est stupéfiant, parce que c'est la femelle dominante qui apprend au petit orque comment il faut pêcher. Donc on ne peut même pas dire que seul l'homme fabrique des outils et transmet la technique pour fabriquer les outils. Puisque chez les animaux, il y a une transmission. Et donc, au fond, on vient se demander si Montaigne n'a pas raison, lorsque Montaigne dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à bête. Sur ce, Descartes lui répondra pas du tout, il y a une énorme différence entre l'homme et l'animal. Et donc, toutes les définitions qui ont été proposées de l'homme sont des définitions qui ont été finalement abandonnées, mises en question. Mais il y en a une qui reste, c'est justement la pensée symbolique. L'animal n'est pas capable de symboliser les objets. Seul l'homme est capable de symboliser les choses du monde et lui-même. Et pour l'instant, c'est la frontière entre un animal incapable de symboliser et l'homme capable de symboliser. Cette frontière, elle est maintenue. Alors, si on essaye de réfléchir un petit peu plus profondément à cette pensée symbolique, en quoi consiste vraiment cette pensée symbolique? Eh bien, nous ne nous rapportons pas aux autres comme par exemple deux chiens qui se rencontrent se rapportent l'un à l'autre. Lorsque deux chiens se rencontrent, ils se reniflent pour savoir lequel des deux est dominant. Et s'il y en a un des deux qui est dominant, ils ne s'agressent pas. Et ça, ils le sentent immédiatement. En revanche, si les deux sont dominants, là c'est problème parce que là, du coup, ils passent immédiatement à l'attaque. Bon. Nous ne nous rapportons pas comme cela aux autres. Parce que nous nous rapportons aux choses et aux autres suivant la signification qu'ils portent. Et cette signification, elle nous est donnée par notre éducation. Et cette signification, elle est donnée par l'école. Bien. Et au fond, le sens d'une chose ou le sens de l'autre, c'est aussi ce qui fait sa valeur. C'est aussi ce qui fait sa valeur. Et la valeur, il y en a trois fondamentales. Le vrai, le bien et le beau. Et donc, toute chose que nous rencontrons, autrui que nous rencontrons, porte une signification, et cette signification, elle porte elle-même une valeur, ou le vrai, ou le beau, ou le bien, ou les trois à la fois. Par exemple, eh bien, le féminisme nous apprend que l'égalité homme-femme, c'est bien. Et donc, la reconnaissance de la femme pour ce qu'elle est, c'est une bonne chose. Donc, dans le discours féministe, il y a la valeur bien. Le véganisme nous dit que l'exploitation de l'animal est mal. Les collapsologues, ceux qui nous annoncent la fin des temps, clament que la fin des temps est vraiment proche. Donc c'est le vrai. Et le gamin prend son papier et ses crayons de couleur et me dit qu'il va faire un beau dessin. Et une fois qu'il a fait son beau dessin, il vient me le montrer et j'ai intérêt à dire que son dessin est beau, même si c'est un affreux crabouillage. Mais il n'y a aucun gamin qui prend son papier et ses crayons pour dire « je vais faire un dessin tellement laid que tu vas vomir quand tu vas le voir ». Non. D'accord ? Donc, au fond, nous nous rapportons bien aux choses suivant leur signification et nous nous rapportons aux choses suivant la valeur qu'elles portent. Et ça, c'est véritablement une caractéristique de l'homme. Or, aujourd'hui, puisque je vous disais que la philosophie aime beaucoup poser les problèmes, aujourd'hui, il y a une crise du symbole et de la pensée symbolique. Et à travers toutes vos interventions, pour vous présenter, on percevait cette crise du symbole. Et notamment, Madame, lorsque vous évoquiez votre expérience de professeur d'art plastique, d'art appliqué, pardon, vous évoquiez effectivement le symbole religieux qu'un objet peut porter. Et c'est comme ça que vous pouviez parler de Dieu. Et ça, j'allais dire, c'est fondamental, parce que parmi les objets porteurs de signification, il y a les objets d'art, bien sûr. Hein.
Bien. Donc il y a une crise du symbole et donc par là même une crise anthropologique. Et donc cette crise du symbole, faut dire aussi, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire toute communauté à quelques moments de son histoire, elle a été traversée par une crise du symbole. Et au fond, ce matin, dans les psaumes des Laudes, il y avait le cantique de la sagesse, et je veux juste relever deux versets. Hein. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Donc déjà le psalmiste se rend compte que les préceptes et les lois, c'est-à-dire les significations, il ne les comprend pas bien. Et donc, à partir de là, lui-même, il ne se comprend pas bien. Alors, aujourd'hui, pourquoi... Alors, qu'est-ce qui caractérise véritablement la crise de la pensée symbolique aujourd'hui? Alors, comme j'ai une demi-heure, je ne vais pas... Juste 3 points. 3 raisons pour lesquelles la pensée symbolique est entrée en crise. La première raison, c'est parce que les champs symboliques se sont multipliés. Auparavant, il y avait une société à peu près uniforme, avec un champ symbolique qui était le même pour tous. Bon, et Monseigneur, vous évoquiez, ou bien Jacques, tu évoquais aussi la société avec ce champ symbolique chrétien. Et aujourd'hui, ce champ symbolique, il est en train de disparaître, il n'est plus évident, où il côtoie d'autres champs symboliques, avec d'autres significations, d'autres valeurs. Bon. Et donc, les champs symboliques se sont multipliés à mesure que la société se fracturait. Et ces fractures, dans la société, elles sont bien horizontales que verticales. Elles sont verticales, car entre 2 générations d'âge, les champs symboliques ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'entre 2, 3, 4 générations, les significations des choses ne sont plus les mêmes. Par exemple, l'utilisation des portables et de tous les objets électroniques chez nos jeunes. Eh bien, moi qui ai beaucoup de cheveux blancs, et donc je n'ai pas leur dextérité et leur facilité à utiliser leur portable et à se mettre immédiatement sur les réseaux, mais je note qu'il y a 2 choses, il y a 2 choses qui ont changé de sens. La première chose, c'est leur rapport au temps. En philosophie, on apprend à penser, paraît-il, et pour penser, il faut du temps. Eh bien, et donc les jeunes ne prennent plus le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont immédiatement la réponse à leurs questions sur leur portable. Et ce qui fait que le temps de l'attente, le temps de la durée, c'est quelque chose qui a plus du tout le même sens chez eux que chez moi, par exemple. D'accord? Et que le temps de l'attente, c'est un temps qui permet de penser, c'est un temps qui permet de méditer. Et chez les jeunes, le temps de l'attente, c'est le temps de l'ennui. Parce que dès qu'ils n'ont plus rien à faire, hop, on se met sur les réseaux sociaux. Alors, voilà, c'est juste un constat. Donc, par exemple, vous voyez, le temps n'a plus du tout la même signification, suivant les générations. Et la deuxième chose qui n'a plus la même signification, c'est l'espace. Je suis d'une génération où, quand on avait 10 ans, on recevait à Noël, l'année de nos 10 ans, une map monde. D'accord? Et puis, alors, on faisait tourner, on regardait les pays, on imaginait. Aujourd'hui, le monde, il est dans leur écran. C'est-à-dire que l'espace n'a plus cette immensité qu'elle avait pour moi, par exemple. D'accord? Le bout de l'espace, il est dans leur portable. D'accord? Et donc, ils n'ont plus du tout la même signification, le même rapport à l'espace. Bon, 2 choses qui ont changé. Et donc, suivant les générations. Bien. Alors, ce qui explique que... bon, il y en a qui travaillent dans l'enseignement, ce qui explique, par exemple, le rapport au temps des gamins, aujourd'hui, c'est assez étonnant. Hein. Il y en a qui ne savent jamais être à l'heure, il y en a qui sont toujours en retard, d'accord? Et au fond... c'est normal,
parce que ils n'ont pas le même rapport au temps que nous. Et nous, on passe pour des dinosaures en disant le cours commence à 8h15. Donc à 8h15, tu es là. Voilà. Et si tu n'es pas là, tu es en retard. Bon. Voilà. Donc, sur un plan vertical, c'est-à-dire sur le plan des générations, les significations des choses ont changé. Le symbole des choses a changé. Et, peut-être plus grave, sur un plan horizontal. Parce que nous sommes dans une société fracturée, avec des communautés de plus en plus nombreuses, et entre les communautés, il y a des frontières de moins en moins franchissables. Et ce qui est en train de disparaître, c'est une communauté nationale, par exemple, ou une communauté internationale, la communauté des hommes, une communauté humaine. Ça, c'est en train de disparaître, au profit de petites communautés crispées. D'accord ? Et ces petites communautés ont un rapport parfois indifférent avec la communauté d'à côté. Ces communautés ont un rapport hostile avec la communauté d'à côté. Bien. Et je pense notamment à certains jeunes de nos banlieues qui ont formé la communauté des descendants d'esclaves. Et donc il y a des associations de descendants d'esclaves qui constituent leur propre symbole et demandent notamment de débaptiser toutes les rues Colbert, donc ministre de Louis XIV, parce que Colbert, comme toutes les personnes politiques de cette époque, était esclavagiste. Donc vous voyez, ça veut dire que donc, ces communautés, elles sont de plus en plus crispées. Ces communautés constituent leur identité autour d'un champ symbolique qui est le leur. Et ce champ symbolique, il n'est pas compris. Et je pense notamment qu'on peut très bien comprendre les histoires du foulard à partir de ce champ symbolique. J'ai été très étonné il y a à peu près 1 mois ou 2 mois. Donc Le Monde, journal Le Monde, avait interrogé 3 jeunes filles musulmanes qui avaient décidé de porter le voile. Et donc c'était parole libre. Et ces jeunes filles, éduquées, diplômées, cadres dans la société, bref, pas du tout en marge de la société. Et donc ces jeunes filles expliquaient donc, le sens pour elles de porter le voile, qui n'était absolument pas le sens d'une domination, etc., etc. Et je me dis, tiens, c'est très intéressant, parce que quand on écoute certains discours, le voile, pour certaines femmes, c'est signe de domination. Il y en a qui portent le voile pour qu'on leur foute la paix dans leur quartier. Il y en a, et elle portait le voile en disant, ça fait partie de mon identité. Et donc, ce sont des choses qui sont parfois extrêmement difficiles à entendre pour celles qui considèrent que non, la signification du voile, c'est la domination. Bon, donc c'est pour cela que la conséquence, c'est qu'on a un petit peu de mal à se comprendre. Et on a un petit peu de mal à se parler. Et donc, donc c'est en cela que moi, je perçois une crise du symbole. Bon. Et cette crise du symbole, elle a... donc, d'une part, c'est parce que les champs symboliques se sont multipliés au fur et à mesure que la société se fracturait, et que les petites communautés qui se constituent, ce sont des communautés donc, qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à se comprendre, parce que le symbole est devenu particulier, le symbole n'est plus devenu universel. Bon. La deuxième raison de la crise du symbole, enfin la deuxième raison que je voudrais pointer, il n'y a pas que 3 raisons, c'est parce que les grandes institutions créatrices de champs symboliques sont des institutions qui poursuivent leur déclin. Ce sont des institutions qui ne parviennent plus à enseigner un champ symbolique. Et donc les institutions créatrices que sont police, justice, église, école, etc., etc. Et donc, il y a une méfiance vis-à-vis de ces institutions, une perte de crédibilité vis-à-vis de ces institutions, une crise de l'autorité, parce que les institutions n'ont plus assez d'autorité pour, non pas imposer, mais pour proposer leurs symboles. Je pense à ces maires de communes
qui, j'allais dire, l'objectif premier d'un maire, c'est la paix sociale. Et donc, dans certains quartiers, dans les cantines municipales, oui, ils mettent, dans le meilleur des cas, un repas végétarien, ou voire même un repas halal. Parce que, alors, c'est une transgression vis-à-vis de la laïcité, mais, j'allais dire, le maire d'une commune n'a plus assez d'autorité pour imposer justement cela. Donc, la paix sociale passe par des entorses vis-à-vis de la laïcité, par exemple. Et donc, les grands champs symboliques qui contribuent à l'unité de la nation s'effacent. Il y a encore quelques jours, hein, la colère de Robert Badinter lors de la manifestation parce qu'on portait au bout de bâtons de bois des têtes. Alors, chez lui, c'est un symbole très fort. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit c'est la poursuite de la peine de mort, de la décapitation. Mais je ne pense pas que les gens qui se promenaient avec une tête au bout d'une pique, pour eux, ça avait la même signification. Absolument pas. Et c'est ça qui est problématique. Parce qu'on a du mal à s'entendre de ce fait. Et on est dans un rapport d'hostilité ou d'incompréhension les uns vis-à-vis des autres. Mais déjà, le saccage de l'Arc de Triomphe par les Gilets jaunes. Alors, entre les Gilets jaunes qui faisaient la chaîne autour de la flamme pour éviter qu'on piétine le tombeau du soldat inconnu, et les autres qui sont entrés à l'intérieur pour casser, etc. Alors, oui, l'Arc de Triomphe, c'est le symbole de la République. Ah, ben oui, mais encore faut-il que la République fasse sens pour une partie de la population. Et puis enfin, dernier exemple, parce que certains se sont émus aussi l'an dernier, parce que sur certains ronds-points, on a décapité un mannequin à l'effigie de Macron, du président Macron. Donc, alors les gens disent mais c'est extrêmement choquant, etc. Oui, on est dans une crise du symbole. Il y a des choses qui ne font plus sens, alors que pour d'autres, ça fait finalement extrêmement sens. Et la dernière raison d'une crise, enfin la troisième raison que je voudrais juste exposer par rapport à la crise, c'est Internet. Internet est un formidable outil pour se construire un champ symbolique. Mais c'est un champ symbolique qui va se construire pour le groupe d'internautes. Et Internet est un formidable aussi moyen pour nourrir les théories du complot. Or, ceux qui sont complotistes, ils se sont constitués un petit champ symbolique. C'est-à-dire, l'attentat contre les 2 tours de New York, ça n'a jamais eu lieu. À la rigueur, si ça a lieu, c'est parce que c'est la CIA qui a organisé la chose. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. Qu'à regarder le drapeau américain qui flotte sur la Lune, on s'aperçoit que c'est pas possible. Et puis bref, d'où vient cette idée que on nous ment? J'allais dire simplement que sur Internet, on est seul en face de son écran, on se coupe de la réalité, ça s'appelle la schizophrénie, ça. D'accord? Et les complotistes aujourd'hui nourrissent leur enfermement dans leur champ symbolique en allant sur Internet, sur des réseaux qui les confortent dans leur théorie du complot. Bon. Et donc, donc le champ symbolique ne structure plus l'espace social, le champ symbolique structure le monde des réseaux. Et à chaque réseau, son champ symbolique. Et je pense que certains présidents des grandes démocraties de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi, c'est quelqu'un qui a établi son champ symbolique. D'accord ? Voilà, et c'est, à mon avis, éminemment problématique. Bien, donc, à partir de là, juste trois questions. 5 minutes, d'accord. Donc, question extrêmement rapide. Comment la pensée symbolique procède-t-elle ? D'abord, la pensée symbolique, elle est le résultat d'une transmission. Et les instances de socialisation transmettent la pensée symbolique. Famille, école, religion.
Le premier champ symbolique que l'on apprend à l'enfant est celui de la parole. On n'apprend pas aux enfants un langage, ni même une langue, mais on lui apprend à parler. Et en nommant les choses, on leur donne du sens. En nommant les choses, on leur donne du sens. Et donc, on leur donne une valeur. La société en général aussi, notre société moderne, transmet la pensée symbolique aussi du point de vue... Donc, il reste quand même quelques grands moyens pour établir le champ symbolique, et je pense notamment à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte qui donne du sens à l'homme, et donc qui donne une valeur à l'homme. Et puis, donc la société politique donne du sens à l'homme par les droits de l'homme, et par exemple, l'école donne du sens aux choses et aux autres par l'enseignement qu'elle dispense, notamment par le langage, etc., etc. Deuxième question, je vais vite, normalement j'avais prévu, mais bon, je suis trop long, comme c'est normal, comme tout prof de philo. Donc, quels sont les effets de la crise des champs symboliques? Premier effet, eh bien, la crise des champs symboliques a pour effet une exclusion toujours plus grande d'une part des gens de la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui sont devenus incapables de se représenter des choses et de se représenter les autres, c'est-à-dire des gens qui sont devenus incapables de poser du sens sur les choses et sur les autres. Et ça, c'est un problème qui a été dénoncé par Hannah Arendt dans les années 30. Et les gens qui sont devenus incapables de poser du sens sur les choses et sur les autres, Arendt l'appelle la masse des déracinés. Quand on est déraciné du monde, on ne sait plus poser du sens aux choses et aux autres. Et ces déracinés, ce sont les exclus. Et je pense notamment que la profanation des cimetières, aujourd'hui cimetières juifs, je ne pense pas que ce soit des antisémites intellectuellement cultivés d'antisémitisme. Je pense que ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que le judaïsme, c'est-à-dire ils ne savent pas ce que c'est qu'un cimetière, et ils ne savent pas ce que c'est qu'un mort, et que le mort a droit au respect. Et donc, au fond, devant l'absence de sens, eh bien, ils agressent ce qui n'a pas de sens. Parce qu'effectivement, ce qui n'a pas de sens pour nous, nous entrons dans un rapport d'agression avec ce qui n'a pas de sens. Ce qui explique aussi, à mon avis, la violence lors des manifestations. Bien. Et donc, d'une part, les exclus de la culture, donc la crise des champs symboliques implique une exclusion des gens de la masse, et d'autre part, la crise des champs symboliques, elle a aussi pour origine, au fond, un rapport, mais ça, ce rapport, il naît dès le XVIIe, c'est un rapport uniquement technique avec les choses et avec les autres. Descartes, dans le discours de la méthode, a cette expression afin de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et le rêve de Descartes au XVIIe, c'est de pouvoir utiliser la nature, d'accord, et de transformer la nature en outil afin de répondre aux besoins de l'homme. Bien. Et donc, nous avons... et ce mouvement-là, il s'est accru, ce mouvement-là est entré dans une espèce de course folle. C'est-à-dire qu'au fond, nous apprenons à nos enfants, la société apprend à ses enfants que les choses ont une utilité. Et en dehors de leur utilité, les choses n'existent pas. Nous avons transformé les objets en outils techniques. Et un objet qui n'a pas d'utilité est un objet qui n'existe pas. C'est la raison pour laquelle les élèves travaillent peu la philo, parce que la philo, c'est pas utile, ça sert à rien. Les maths, ça sert, bien sûr. D'accord, c'est un outil de sélection. Bon.
Mais je ne suis pas forcément pour qu'on remette la philosophie comme outil de sélection. D'accord? Mais vous voyez, c'est-à-dire que toutes les matières qu'on enseigne sont des outils. Et les parents, mais encore une fois, je suis parent, donc j'ai participé à ce discours-là. Et donc, en faisant j'ai fini. En faisant donc des objets une utilité, on perd le sens des choses. Et les autres, c'est la même chose. Les autres ont une utilité. Et si les autres n'ont pas d'utilité, les exclus de la société qui n'ont aucune utilité, eh bien, on ne les voit plus et on les élimine. Bon, et c'est là où... Et enfin, donc, tout dernier point, j'ai fini. Le dernier point. C'est là où la bonne nouvelle, elle peut retentir dans ce monde qui est en crise des symboles. Parce que le message du Christ a ouvert un champ symbolique. Et ce champ symbolique, c'est un champ qui est toujours d'actualité. Et je voudrais terminer par 3 exemples tirés du Nouveau Testament. Le Christ est venu nous dire le sens de l'autre. Juste premier exemple, donc c'est chez Saint Matthieu, chapitre 6, verset 43 à verset 47-48. Bon, donc Jésus parle, hein. Vous avez, donc vous connaissez tous, hein. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? C'est-à-dire, au fond, là c'est un sacré champ symbolique qu'ouvre le Christ. Mon ennemi, c'est celui pour qui je dois prier et, si possible, celui que je dois aimer. Voilà, donc ça, c'est véritablement... Jésus met du sens à l'autre, et pas n'importe quel autre, notre ennemi. Deuxième illustration, voilà, donc c'est chez Saint Marc, donc là on est au chapitre 3, versets 31-35. Donc arrivent sa mère et ses frères, restant dehors, donc il le fit rappeler, Jésus. La foule était assise autour de lui, on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Il leur répond « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Ça c'est un sacré champ symbolique. D'accord? Nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Et ça c'est... Et enfin, dernier exemple, ça c'est parce que c'est le diacre. C'est le lavement des pieds. Hein, c'est un petit peu notre symbole à nous, hein, serviteurs. Donc le Christ lave les pieds de ses disciples et il termine en disant « Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. » Et ça, Jésus est le Maître, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, vrai Dieu. Et il se met au niveau des pieds de l'homme et il nous demande de nous mettre au niveau des pieds de nos frères et de nos sœurs. Et si ça, c'est pas nous apprendre ce qu'est le sens de l'autre,